Bonsoir. Bon, je vais commencer, ça va faire venir le dernier intervenant. Qui vient pour la première fois dans cet endroit? Ok. Je présente, ça s'appelle le Sense Space. Le Sense Space, c'est l'antenne française et parisienne de Make Sense. Make Sense, c'est une association qui existe depuis 6-7 ans, qui a pour but de donner à chaque citoyen, qu'il soit collaborateur d'un grand groupe, qu'il soit entrepreneur, qu'il soit étudiant, de pouvoir avoir un impact positif sur la société en s'engageant pour des causes qui lui sont chères. Donc on a une mobilisation par exemple sur l'accueil des réfugiés, sur la souveraineté alimentaire, et on décline ces mobilisations de plusieurs manières, déjà à l'international, parce qu'on a des locaux à Dakar, à Manille, à Beyrouth, à Mexico. Et aussi, on décline ces activités à travers une agence média. Donc, on a un site internet avec des articles auxquels vous pouvez prendre part. On a un incubateur, donc toutes les entreprises que vous pouvez voir là, elles ont été incubées ici et elles se portent encore aujourd'hui très bien. On a une agence de conseil et le cœur de notre activité, c'est d'aider gratuitement les citoyens à pouvoir passer à l'action. Moi, je suis responsable des poubelles dans cette magnifique organisation. On a créé entre Make Sense et Suez un programme qui s'appelle Future of Waste, qui permet à chaque citoyen de s'engager dans la prévention, le réemploi, le recyclage et la collecte des déchets. Tous les 9 mois, on organise une thématique un peu plus spécifique pour pouvoir aider nos bénévoles à monter en compétence sur un sujet et essayer du mieux qu'on peut de permettre à chacun d'avoir de l'impact près de chez soi. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 4 conférenciers, et puis vous tous. L'objectif, je vous encourage d'ailleurs, s'il y en a qui se sentent un peu loin, à venir vous asseoir au premier rang. L'objectif, c'est que si vous avez envie de rebondir, si vous avez une question à vous poser aux intervenants, vous n'hésitez pas à lever la main et je vous passerai le micro et voilà, il y aura des temps prévus pour ça. Donc n'hésitez pas à intervenir. L'objectif, c'est que ce soit interactif. Ce ne sera pas chaque intervenant qui parle pendant 20 minutes, ce sera vraiment une discussion entre nous tous. On est ensemble pour 1h30 et un peu plus pour ceux qui restent pour le cocktail. On va d'abord parler de l'aspect prévention, éco-conception, matériaux biosourcés. On va parler ensuite de la dépose sélective. On enchaînera ensuite sur les plateformes et le réemploi, pour finir enfin sur le recyclage. On essaye de respecter un peu la priorisation du traitement des déchets. Du coup, je vais passer le micro à mon voisin, Emmanuel. Est-ce que chacun de vous peut rapidement se présenter? Bonsoir à tous, je m'appelle Emmanuel Cazeneuve, je suis un des cofondateurs d'ESUS. Donc ESUS, c'est une société de services qui met en relation les différents acteurs du BTP pour faire de l'économie circulaire, pour échanger des terres, j'en parlerai tout à l'heure. Donc nous, on a 9 ans, on fait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est basé à Ivry-sur-Seine. Voilà. Bonsoir, je suis Mathilde Exapulé, je suis architecte au sein du cabinet d'ingénieurs LM Ingénieurs. Je suis venue ce soir accompagnée de Grégoire Mouly, qui est dans le public. Et on travaille sur les questions de zéro déchet, de matériaux biosourcés et d'économie de carbone dans la construction. Bonsoir, Baptiste, architecte de l'association Bellastock. L'association Bellastock, on travaille sur le réemploi de matériaux et surtout sur le cycle de la matière et comment, en fin de compte, dans notre société, on peut repenser ces cycles de la matière pour essayer de les imaginer beaucoup plus circulaires. Bonsoir à tous, Sophie Florin, responsable marketing en charge des sujets BTP pour Suez, partie recyclage et valorisation.
Super, alors on va commencer. J'ai mis une conférence pour Bellastock il y a 2 ans environ, et on faisait intervenir Julien Belair, qui est du 6B, et il disait quelque chose d'assez intéressant. Il disait que lui, sa formation d'architecte lui avait appris à construire et faire construire des bâtiments, et qu'en fait il s'était retrouvé à faire vivre un lieu qui existait déjà, et que ça le questionnait sur sa position d'architecte. Donc Mathilde, Baptiste, vous êtes architecte, je crois. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes en train, vous, de repenser votre manière, votre rôle d'architecte? Est-ce qu'il y a toujours besoin de construire? Je fais juste un petit parallèle pour ceux qui étaient à construire et déconstruire la première version qui était au pavillon circulaire. Aujourd'hui, il y a une piscine olympique de sable qui est vidée toutes les 15 secondes, draguée des fonds marins et utilisée pour faire du béton. Souvent, et c'était ce qui est montré dans ce documentaire, pour faire des centres commerciaux complètement inutiles, disons-le. Et vous, alors, quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous essayez de moins construire? Comment vous y prenez? Est-ce que Grégoire, tu veux répondre à cette question aussi? C'est important. Donc, moi je me présente en complément de ce qu'a dit Mathilde, Grégoire Mouly, l'agence dans laquelle on travaille qui s'appelle LM Ingénieur, qu'on a monté il y a une dizaine d'années avec mon frère Laurent. La particularité, c'est qu'on est ingénieur sur les questions de structure et de thermique, et qu'on s'intéresse, comme le disait Mathilde, à toutes les problématiques environnementales et constructives. Et donc notre point de vue par rapport à ces questions de construction, c'est déjà un peu se situer au-delà de tout ce qui est réglementation actuelle et d'envisager le futur tel qu'il pourrait l'être dans une bonne cinquantaine d'années, et donc de penser la construction dans cette logique qui est donc une logique environnementale au sens large. Et donc comment est-ce qu'on intervient dans les projets sur lesquels on travaille? Notre premier positionnement, c'est vraiment d'essayer de tirer parti du potentiel existant, qu'il soit le potentiel de la construction, donc des matières qui existent sur place, et notamment du potentiel climatique pour ce qui nous concerne nous, c'est-à-dire penser la question énergétique par la question de l'architecture et du climat, et de l'homme à l'interface de ces questions-là. Donc la première démarche, c'est déjà de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a dans un état existant, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui marche bien à prolonger, qu'est-ce qu'il faut repenser à travers le projet architectural. Super, merci. Du coup, ça m'amène à une autre question. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments n'ont pas été conçus pour pouvoir être déconstruits ou démolis ou adaptés. Et il y a des nouveaux outils numériques qui permettent aujourd'hui de penser en fait n'importe quel bâtiment comme en fait une banque de ressources qui peut être plus facilement du coup aménagée, réparée ou démontée plus facilement. Du coup, Sophie, quels sont les outils aujourd'hui qui existent pour mieux éco-concevoir les bâtiments? Aujourd'hui, il existe le BIM. Alors, je ne sais pas si le terme de BIM parle à tout le monde. Le BIM, ça veut dire le Building Information Modeling. C'est en fait la maquette numérique du bâtiment. Donc c'est la fiche d'identité du bâtiment. Là, je parle sous le contrôle des BE et des architectes. C'est la fiche d'identité du futur bâtiment qui va se construire. Donc ça, c'est parfait, parce que dans 40 ans ou dans 50 ans, quand on déconstruira le bâtiment, on aura de façon archivée et digitale tout ce qui compose le bâtiment. Donc les matériaux, les fabricants des matériaux, et on connaîtra également les filières pour le recyclage. Donc ça, c'est parfait, mais c'est parfait pendant 50 ans. Donc aujourd'hui, quand on se penche sur le sujet des matériaux de déconstruction, et donc des chantiers de déconstruction, effectivement, on part de la copie blanche, on parle de la feuille blanche, et là, il faut qu'on remonte le temps et qu'on fasse l'inventaire de tous les matériaux qui composent le bâtiment. Et c'est quelque chose, effectivement, qu'on est en train de mettre en place au niveau de Suez avec un partenaire qui s'appelle Resolving et qui est un expert du BIM. Et on est en train de créer le RIM qu'on veut faire par jeu de mots au BIM. Donc le RIM, c'est le Resource Information Modeling. Et c'est une plateforme digitale qui va nous permettre de quantifier, qualifier et localiser tout ce qui compose un bâtiment, d'un point de vue matériaux, d'un point de vue produit et d'un point de vue matière, pour le plus en amont possible les identifier et in fine pouvoir les recycler, les valoriser, voire les réemployer, tout ça dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement qui se met en place aujourd'hui de plus en plus sur les chantiers de déconstruction. Donc effectivement, le passé, le futur c'est bien, mais il faut aussi prendre en compte le passé pour reconstruire après à partir de ces éléments. Futur passé, ça me fait penser au fait qu'aujourd'hui il y a un renouveau de la construction en terre.
Donc je vais demander à Baptiste, vous avez organisé un festival justement sur la construction en terre. Et ce festival, au-delà de rassembler énormément de gens et d'avoir un aspect pédagogique super intéressant, vous avez construit, enfin vous avez fait en partenariat une usine de briques de terre comprimée. C'est ça, tout à fait. Dans le cadre du Festival Belastock de 2017, on a réalisé une fabrique de briques de terre comprimée. On a produit 25 000 blocs en un mois et demi. Du coup, c'était des terres issues des excavations du Grand Paris. Et du coup, à partir de ces terres-là, on a été capable de produire des blocs de construction. Du coup, c'était pour essayer de démontrer une logique un peu dont on est en train de parler là à l'instant, qui est quand même la question de comment on construit pour demain. L'idée de la terre, c'est quand même que c'est un matériau qu'on extrait directement du sol, qu'on élève en structure et qu'on peut redonner au sol juste après. Et du coup, il est intéressant de penser à ces matériaux-là parce que du coup, ils demandent quand même, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais ils demandent quand même beaucoup de déplacement et beaucoup de gestion. Et du coup, si une partie de ces terres peut être gérée in situ sur les chantiers pour être utilisée pour reconstruire directement les bâtiments, on commence à être dans une idée de cercle qui commence à être vraiment intéressant. Et du coup, c'est un matériau qui a toujours été utilisé, c'est un matériau qui a quasiment 6000 ans de R&D. Du coup, il devrait encore pouvoir être utilisé aujourd'hui, ce qui n'est pas exactement le cas parce que du coup, il y a des contraintes de la construction d'aujourd'hui et de la logique de la pensée constructive d'aujourd'hui qui bloquent certaines choses, mais c'est en cours de déblocage. Et voilà, du coup, nous, on voulait faire cette démonstration qu'on peut créer des usines mobiles et des plateformes mobiles qui viennent se greffer sur les chantiers, que ce soit pour faire du traitement de matériaux géosourcés ou du traitement de matériaux de réemploi. Super. Est-ce qu'il va y avoir une suite du coup à cette usine mobile? Moi j'avais rencontré des architectes qui se sont dit mais c'est trop bien ce qui s'est passé pendant ce festival, moi j'ai envie de pouvoir construire des choses dans Paris avec peut-être avec les terres du Grand Paris. Alors nous avons 25 000 briques à vendre. Je vois à ma droite, là, à ma gauche. Non, oui, effectivement, nous, on en a quelques-unes à vendre, mais nous, on ne va pas remettre en place de fabrique mobile, à part si quelqu'un nous appelle parce qu'il a un chantier important quelque part, et que du coup, il y a un foncier qui est libéré aussi pour pouvoir mettre en place cette fabrique. Et nous, on pourrait imaginer recréer cette expérience-là. Mais il y en a d'autres qui sont en train de le faire. Je sais que du côté de Sevran, il y a des gens qui sont en train de réfléchir là-dessus, avec un Mako et d'autres gens. Et voilà, et du coup, c'est des choses qui sont en train d'apparaître, qui existent déjà un peu plus loin, mais sur la région parisienne, c'est vrai que c'est assez nouveau, et du coup, c'est en train de se mettre en place, d'autant plus que la région parisienne est en train de devenir un des plus grands gisements français de terre, avec les excavations du Grand Paris. Et tout ça passe en grande partie, du coup, Emmanuel, si tu veux rebondir. Oui, effectivement, j'avais parlé de Sevran. Effectivement, ils ont un gros projet de R&D financé par et le Grand Paris, l'Europe, je crois, plus de 4 ou 5 millions d'euros de R&D. Oui, le Grand Paris, effectivement, c'est 40 millions de tonnes sur 20 ans. Donc 40 millions de tonnes, c'est, tu parlais de piscines olympiques, c'est 6000 piscines olympiques, à peu près. Donc c'est énorme. Et en fait, on se rend compte que sur ces 6000, il y a 2000 piscines olympiques qui sont de ces terres qui sont enfouies alors qu'elles pourraient être réutilisées. Et donc c'est quelque chose d'énorme. Donc il y a des choses qui existent aujourd'hui. Donc on va dire que les terres polluées, elles peuvent être traitées en biocentre. Donc c'est des petites bactéries qui viennent manger les hydrocarbures et qui les dépolluent. Et après on peut réutiliser les terres. Il y a une solution de facilité, c'est de remblayer les anciennes carrières. Donc ça on appelle ça de la valorisation. Mais ça laisse le fait qu'on n'arrive quand même pas à avoir des matériaux secondaires, donc c'est quand même pas une très très bonne idée. Il y a le déblai remblai, sur lequel nous on travaille pas beaucoup, puis l'upcycling comme on disait. Voilà, c'est des vrais sujets là-dessus. Je ne sais pas si je peux embrayer. Après, le gros sujet qu'on a, c'est que ça ne prend pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que comme toute économie collaborative, il faut qu'il y ait de la confiance entre les acteurs.
Donc, je laisserai les architectes parler du côté géotechnique et de la terre pour pouvoir faire un matériau qui ne se casse pas la figure dans 2 ans. Mais il y a également un élément très fort, c'est l'élément chimique. C'est comment on s'assure que la terre que l'on prend d'un chantier A et qu'on amène sur un chantier B, elle ne pollue pas plus le chantier B qu'il ne l'était à l'origine. Et c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de système de traçabilité. Et donc, aujourd'hui, tout se fait par la parole, il n'y a rien d'écrit. Et donc, on se rend compte que certains grands aménageurs refusent le réemploi des terres pour combler un trou parce qu'ils ont peur que les terres soient dépolluées. Donc nous, ESUS, on a créé une société commune avec les leaders européens de la traçabilité, qui sont flamands, parce qu'en Flandre, ça fait 12 ans qu'il y a une obligation de traçabilité. Ils ont multiplié par 5 la réutilisation, donc on sait très bien que c'est la confiance dans les acteurs qui permettra de la réutilisation. Je crois que maintenant, 85% des terres en Flandre sont réutilisées et ne sont pas mises en décharge. Voilà, donc il y a ça. Et puis après, il faut aussi l'adapter aux acteurs du BTP qui, ils utilisent des smartphones plus pour téléphoner que pour aller sur des applications. Et donc ils préfèrent vous téléphoner, et donc tout ce qui va être digital, ce qui va nous permettre de créer des communautés, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça, ils ne font que du téléphone, que de l'oral, et on ne peut pas se permettre de faire de la traçabilité que par de l'oral, et si on n'a pas de traçabilité, on ne peut pas faire de réemploi. Au moins de façon chimique. Idem pour les matériaux. Alors, on a parlé de la terre comme matériau biosourcé, mais... une question. Bonjour, alors moi je suis architecte et depuis pas longtemps j'ai repris des études en urbanisme et je me rends compte tout un tas de choses qu'en étant archi on pense qu'on peut tout faire et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres genres d'acteurs et que si on n'a pas des ATEX pour que les promoteurs acceptent, enfin c'est toute une question juridique et aussi qu'ils acceptent de prendre le risque financier, ça reste à confiner à notre petit monde ici. Et aujourd'hui dans le Grand Paris il y a quelqu'un qui essaye de tirer des fonds européens pour prendre le risque financier à la place des promoteurs, mais tant que ça ça se passe pas, ça restera toujours petit et localisé comme ça. Est-ce que vous, dans vos métiers, vous essayez de faire un changement d'échelle? Nous, l'association Bellastock, on fait de la recherche sur le réemploi pour justement déverrouiller tous ces blocages-là. Et souvent, on va vers des ATEX et on se tourne vers le CSTB, mais par un manque de connaissances en fait. Il y a en fait tout un type de protocole qui existe et en fait en connaissant la loi sur les déchets, les lois qui sont en train de justement parler des déchets et du réemploi, on se rend compte qu'il y a des passerelles possibles, mais elles passent par le fait de pouvoir garantir en fin de compte que garantir la quantité de matériaux, la provenance des matériaux, leur qualité même en termes de pollution et de leur garantir un domaine d'emploi. Parce qu'en fait l'idée c'est quand même pas de finir par avoir des chantiers qui se transforment en décharges. Du coup c'est-à-dire que si on stocke des matériaux pour les réemployer, il faut être capable d'assurer qu'ils vont être réemployables derrière et qui vont l'être. Et du coup, c'est toute cette question sur ces acteurs qui ont du mal à passer au smartphone. Nous, on a toutes ces questions-là et c'est les mêmes questions sur l'urbanisme, mais nous, on pose toutes ces questions-là à l'échelle des maîtrises d'ouvrage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les maîtrises d'ouvrage qui sont détentrices de la matière et du coup qui vont devoir discuter avec une nouvelle maîtrise d'ouvrage qui veut faire un nouveau bâtiment. Et du coup, c'est entre elles que vont se réaliser les échanges de matière et du coup, c'est elles qui doivent se garantir et se prémunir de quel matériau elle va récupérer et de comment il va être utilisé. Et c'est en ça où, par exemple, Bellastock propose une expertise sur justement comment faire tout ce processus et comment faire ce synthétiseur de discussion entre les deux maîtrises d'ouvrage pour qu'elles soient aussi bien assurées l'une et l'autre sur l'utilisation de ces matériaux, et ainsi de suite. Et en fait, du coup, tout ça, c'est la recherche Repart 2, qui est menée par l'association Bellastock, sur lequel on est en train de pencher en ce moment. Et du coup, c'est des trucs qui vont sortir là, mais
En gros, il faut... toute l'idée part du départ où on a fait repart 1, où on a commencé à établir une méthodologie de diagnostic de réemploi pour nous amener à aujourd'hui repart 2, comment préconiser des matériaux de réemploi dans la construction neuve. Ouais. Alors moi j'ai compris la question de comment on arrête qu'on fasse ça à Sevran parce qu'ils ont eu une subvention de l'Europe et qu'on essaie de le mettre de façon plus globale. Moi je vais mettre les pieds dans le plat. On a 8-9 ans, on a fait des expérimentations. Alors ça, des appels à projets de la SGP, de la mairie de Paris, de la mairie de Sevran, de l'ADEME, de tout ce qu'on veut. Il faut arrêter parce que d'un côté, où la région Île-de-France nous a beaucoup financé, j'espère qu'ils ne sont pas là, mais d'un côté, de la main gauche, ils vont vous donner de l'argent. Alors des fois c'est beaucoup, des fois c'est un peu, mais ils vous donnent de l'argent. Et puis après, ils vous disent « Ah, c'est bien, vous avez innové, vous avez mis en place, soit vous avez fait des briques, soit vous avez fait une plateforme comme nous. » Puis après, on leur dit « Bon, ben, vous nous passez commande. » Hein? Ah non, non, parce que les acheteurs, ils savent pas comment faire. Ah ouais, mais alors c'est toujours compliqué. Et donc en fait, ça fait perdre énormément de temps. Et moi, ce que je dis aux startups qu'on accompagne ou ce qu'on fait de nous, c'est faites l'outil le plus facile d'utilisation pour les vrais utilisateurs qui chez nous sont les chefs de chantier, et venez par le bas, imposez votre solution par le bas, et elle remontera. Donc je ne vais pas citer Uber, mais on va dire Airbnb qui marche un peu mieux. Airbnb, il a cassé les codes, et après, il a fait évoluer la réglementation, voire il s'est adapté. Mais il ne faut pas avoir peur aussi pour des sociétés privées de prendre des risques, d'aller au-delà de la réglementation, de faire ses propres règles, tout en respectant les règles du marché, mais il faut les faire évoluer. Et surtout, arrêtez d'être super heureux quand vous avez été subventionné par la mairie de Paris, parce qu'il y a aussi beaucoup de com. Même si la mairie de Paris fait des choses, et c'est pas un mal, mais surtout, allez sur le terrain, adaptez vos solutions à ceux qui vont les utiliser. Voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. D'une certaine manière, je suis d'accord, puisque par exemple, la fabrique de briques, nous on l'a fait sur nos fonds propres, et c'est une expérimentation. On avait répondu à un AMI qu'on a perdu, bon, et on l'a fait quand même, et on voulait démontrer que ces choses-là sont possibles. Par contre, nous, on ne tiendra pas le rythme à pouvoir le faire sur une vraie production. Du coup, pour l'instant, on le refait pas tout de suite, on attend de voir comment on va se réorganiser pour ça. Mais nous, on est financé par l'ADEME sur des recherches, on est architecte et on parle au monde de la construction. Et alors c'est peut-être un peu prétentieux de notre part, mais on essaye de trouver une méthode qui va pouvoir satisfaire autant les maîtrises d'ouvrage que tous les partenaires de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que ça soit autant les bureaux d'études techniques que les architectes et les entreprises. Et toute notre réflexion, elle est poussée par une recherche fondamentale qui est la conservation des savoir-faire pour essayer de remailler le territoire de savoir-faire et de repartager les connaissances et de trouver des moyens de reproposer un bassin d'emploi cohérent autour de la ville et sur la construction. Avec du coup justement ces fameux savoir-faire qui permettent à ces artisans de pouvoir se valoriser à une valeur normale et non pas être des employés Kleenex. Et du coup, voilà, nous on a pris cette logique qui est un peu globaliste, mais qui est un peu la problématique des architectes qui pensent qu'ils peuvent imaginer tout. Mais bon, on a pris ce défaut-là et on le prend à bras-le-corps et on essaye d'aller jusqu'au bout. Du coup, je vais passer la parole directement à Mathilde pour que vous parliez un peu des expérimentations que vous avez faites avec la régie de quartier, et notamment l'usage des matériaux biosourcés, lesquels, pourquoi. Bah, justement, c'est exactement ce que dit Mathis, pardon, excuse-moi. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille avec le béton de chanvre chez LM Ingénieur, qui était au départ un produit vraiment d'expérimentation, même si c'est un matériau qui est très ancien, donc un mélange de chaud et de chanvre. Pour faire des isolants, le béton de chanvre n'est pas porteur, pour préciser. Et on a aussi été porteur de projets avant les réglementations, et on est allé au-delà des réglementations, on ne les a pas attendus pour commencer à construire. Pour revenir sur la régie de quartier, c'est un petit projet de local associatif à réorganiser, je ne sais pas si on a des photos, pour lequel on avait la chance d'avoir une maîtrise d'ouvrage qui était vraiment dynamique, porteuse de ce projet autant que nous. C'est important de le dire, et qui voulait un projet vertueux et qui allait exactement dans le même sens que le nôtre, c'est-à-dire vraiment la question de
comment faire avec l'existant, comment valoriser les matériaux qu'on a déjà, comment faire. Et la régie avait ce projet aussi de faire participer ces salariés qui sont en réinsertion au projet. Donc la question était aussi de comment eux leur proposer de s'intégrer dans le chantier à toutes les phases et participer pour que ce soit leur projet autant que le nôtre et autant que celui de la régie. Et qu'ils puissent avoir justement des savoir-faire clés. Donc on a pu, grâce au béton de chanvre, qui est très facile à apprendre et à appréhender, on a pu leur faire participer au chantier. C'est eux qui ont réalisé toute l'isolation intérieure en béton de chanvre du chantier par eux-mêmes avec une demi-journée de formation fournie par le fournisseur de béton de chanvre. Et qui nous a aussi permis de se rendre compte que c'était pas si compliqué à faire et ça a donné de la confiance à tout le monde. Sur la régie de quartier, on a aussi utilisé le bois comme matériau biosourcé. Sur d'autres projets, on utilise par exemple le Oberkampf, on a fait un immeuble en pierre massive et bois. Peut-être que vous pouvez passer le voir, il est très sympa. Et donc sur la régie, on a aussi utilisé l'isolant métis que j'ai là, que vous connaissez tous. C'est quand vous mettez vos jeans au relais, ça finit soit là-dedans s'ils sont en mauvais état, soit sur les jambes d'autres personnes. Les matériaux de remploi, pour nous, c'est assez important parce que c'est des questions d'économie de projet. Je ne sais pas si Grégoire, tu veux rajouter quelque chose ou pas. Moi, j'aimerais bien faire intervenir du coup la personne justement, qui a été formée. C'est ça. Si tu veux témoigner de justement ce que ça t'a apporté de travailler avec des matériaux biosourcés, comment tu as été impliqué, ce que tu as appris. Nous avons fait béton de chambre, c'est un travail assez bon, c'est facile pour travailler avec béton de chambre. Je ne parle pas très bien français. Je peux dire que c'est très facile pour faire et c'est écologique pour la chambre. C'est écologique, il fait très bonne isolation. Acoustique, anti-acoustique, anti-humidité, je crois aussi. Nous avons fait 8 cm sur les parets de béton chambre. Super, merci beaucoup. Merci. On a parlé matériaux biosourcés. Il y a, par rapport au maillage des compétences, j'avais entendu à Bruxelles, dans la version 2 de cette conférence, et j'avais entendu aussi à les conférences chez Bellastock, qu'aujourd'hui les ouvriers étaient habitués à couler du béton et qu'il y avait une technique intéressante avec la terre qui permettait de capitaliser sur ce savoir-faire qui est largement répandu dans le corps de métier des ouvriers, mais avec de la terre. Est-ce que... Non. Alors oui, si, c'est des choses qui sont faisables. On peut reprendre le travail des bétonneux vers la terre. Enfin, c'est juste refaire le chemin inverse, parce qu'en fait, du coup, les bétonneux ont pris leur technique des terriens. Et du coup, on a sur ces méthodes qu'on utilise pour le béton, ça va être des systèmes de béton coffré, et tout ce qui est en coffrage, on va se rapporter plutôt à des techniques de pisé qui ne sont pas vraiment du béton de terre. Parce qu'en fait, le pisé, c'est vraiment de la terre compactée, comme le même principe que pour la brique de terre comprimée. Et on va plutôt s'orienter vers des techniques de pisé, du coup, de terre compactée, parce que c'est des techniques sèches, et que le béton, lui, il sèche grâce à la chimie. Du coup, c'est un produit chimique qui est le ciment, qui va du coup créer un liant qui va sécher en 21 jours, alors que la terre, elle va sécher que par évaporation de l'eau. Du coup, si on fait vraiment quelque chose de trop liquide, on peut mettre plusieurs mois à faire sécher le produit. Du coup, surtout si on est sur des gros volumes. Alors que le pisé, une fois qu'il est décoffré, à contrario du béton, il est déjà prêt. Okay. Parce qu'on a mis une hygrométrie juste nécessaire au compactage, mais qui le rend déjà autostable. Voilà, du coup, c'est des techniques qui s'utilisent beaucoup, qui sont des techniques très développées en France dans la vallée rhodanienne, puisque du coup, on a une bonne granulométrie et des terres qui sont de bonne qualité, dues à l'ère glaciaire qui a fait descendre les glaciers des Alpes, qui ont bien raviné tout ça, et qui ont amené toute cette terre dans la vallée, et qui du coup est présente avec les bonnes qualités qu'il faut. Mais il existe d'autres techniques de terre qui sont développées en France, que vous connaissez tous, qui sont le torchis, la bauge,
l'adobe, la brique de terre crue, et qui sont des techniques qui ressemblent aux techniques de maçonnerie classiques, mais qui sont, elles, qu'avec de la terre, et qui, normalement, à démolition, peuvent repartir dans les sols sans aucun souci. Super. Oui. Ok. Qui passe en premier? Non, c'était pour compléter un peu sur cette question des matériaux biosourcés et sur le fait qu'il y a un peu un transfert de compétences qu'on a un peu laissé en France dans le monde du bâtiment aux grosses entreprises et à l'industrie du béton. Mais des compétences à la fois en termes de mise en œuvre et en termes de conception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'architecture pensée